Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Je m'appelle Obata Yoshikazu, professeur à l'Université Meiji et ancien président de l'Association japonaise des études québécoises. Et ensuite, voulez-vous vous présenter vous-même, Monsieur Charon? Bonjour, Claude Charon, délégué général du Québec, ici à Tokyo. Et alors, est-ce que permettez-moi de vous poser quelques questions? Je vous en prie. C'est que vous êtes maintenant délégué général du Québec à Tokyo, mais avant de venir au Japon, vous êtes déjà intéressé au Japon, puisque votre épouse est japonaise. Pourquoi vous êtes intéressé au Japon ou qu'est-ce qui vous emmène au Japon? Ce qui m'a toujours intrigué pour le Japon et qui m'a fait venir ici plusieurs fois, c'est que pour moi c'était une énigme de comprendre comment après Hiroshima et Nagasaki, donc 1945, en 2 ou 3 générations, les parents, grands-parents, et les Japonais d'aujourd'hui avaient fait du Japon, après cette tragique incident avec les bombes nucléaires, après que Tokyo soit rasé par le feu, en ont fait la 2e économie au monde. Comment, en 2 générations, a-t-on reconstruit le pays? Au Québec, chez nous, on parle de la révolution tranquille, période de révolution tranquille qui a été le point tournant. Ici, pour moi, ce qui me séduit, ce que j'essaie de comprendre, c'est quel a été le point tournant de cette reconstruction tranquille. Ensuite, quelles sont les principales perceptions des images dominantes du Japon au Québec? C'est probablement... Vous connaissez très bien le Japon, mais d'une façon générale, les Québécois ordinaires gardent quelle image? Dans les images récentes, c'est sans doute avec la tragédie dans la région du Tohoku qui est la toile de fond la plus récente, la plus dominante. Et donc là, l'image la plus forte est celle de la résilience du peuple japonais, qui est resté calme face à la tempête, à mère nature et à la triple tragédie. Avant cet incident, sans doute que l'un des stéréotypes ou des images dominantes était le synonyme de produit japonais, produit de qualité. Que ce soit dans les technologies de l'information avec Sony, que ce soit dans le transport avec la Lexus ou l'Infiniti. La technologie japonaise était synonyme de qualité. Et du côté culturel, c'est par exemple la littérature, le cinéma, etc. Quels auteurs, quelles œuvres sont connues au Québec? Dans ma génération à moi, c'est surtout Kurosawa, j'imagine, avec Rashomon, qui était un des points de repère les plus déterminants. Pour la génération de mon fils, ce sont les cinémas d'animation, c'est Miyazaki et les autres. Et d'ailleurs, maintenant au Québec, les mangas et le cinéma d'animation font en sorte que dans les universités, il y a plus d'étudiants qui étudient le japonais qu'il y en a qui étudient le chinois, à cause des industries culturelles et de la force du manga et du cinéma d'animation. Est-ce que c'est évident pour les Québécois de ces produits viennent du Japon? C'est que au Japon, c'est par exemple le Cirque du Soleil ou bien Céline Dion. Tous les Japonais, presque, je dirais, tous les Japonais même les connaissent, mais je me demande combien de pourcentage de Japonais savent qu'ils viennent du Québec, le Cirque du Soleil, même Robert Lepage, etc. Vous Miyazaki, ouais. etc. Les Québécois savent qu'il est japonais. Oui, ils savent que les mangas viennent du Japon. Bon, c'est que
on dit souvent que le Québec est loin du Japon, mais il y a plusieurs parentés, plusieurs similarités entre le Québec et le Japon. À mon avis, c'est notre modernisation. C'était à cause de l'influence des États-Unis, c'est le Québec bien sûr, mais le Japon aussi. Le Japon a été, en un sens, comment dire, forcé à ouvrir la porte à l'époque de shogunat, c'est du 19e siècle. Et après la Seconde Guerre mondiale aussi, c'était les Américains qui ont démocratisé le Japon. Le Québec aussi, en un sens, la révolution tranquille aussi a été causée par l'influence des États-Unis. L'influence économique des États-Unis était grande et le Québec avait besoin de se moderniser sous ces pressions-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, en ajoutant la dimension linguistique, le Québec est comme 7 millions d'habitants francophones dans un océan de près de 300 millions d'anglophones. Donc, il y a toute cette dynamique, sans doute, qui s'ajoute avec celle de la Révolution tranquille, qui était basée sur le contrôle des ressources naturelles et des ressources humaines avec l'éducation. Mais vous, c'est vrai qu'après 1945, si on revient à ces points tournants et à la présence américaine très forte, comment avez-vous gardé votre identité dans ce pas de deux? Comment avez-vous reconquis cette fierté d'être japonais dans ce pas de deux avec ses voisins aussi puissants? C'est justement ce qui m'intéresse concernant le Québec. Le Québec essaie de garder toujours l'identité culturelle, votre propre identité culturelle envers des influences américaines. Le Japon, c'est heureusement pour nous, c'est grâce aux barrières linguistiques. La plupart d'entre nous, les Japonais, pensent que notre culture est bien gardée, et c'est d'une façon générale. Mais au fond, notre culture aussi change toujours. Ça, c'est la fameuse, les fameux films d'animation. C'est bien sûr ceux de Miyazaki sont les produits japonais, mais les techniques même, initialement, les techniques sont venues de l'étranger. C'est-à-dire, nous autres Japonais, pas seulement nous, mais nous avons bien fait pour mélanger les cultures étrangères à la nôtre. C'est toujours, autrefois, avant la modernisation, c'était la culture chinoise qui a influencé beaucoup notre culture, mais toujours comme ça. Par exemple, avant l'époque de Meiji, nous autres Japonais ne mangeons pas de viande, mais après, nous avons inventé plusieurs façons culinaires concernant utilisant la viande, sukiyaki par exemple, etc. Le sukiyaki, le tonkatsu, gyudon, etc. C'est comme ça. D'un côté, nous avons fait des efforts toujours de bien garder notre culture traditionnelle, mais d'un autre côté, nous autres Japonais sont, comment dit-on, très astucieux pour inventer
nouvelles techniques en mélangeant les cultures étrangères. Sans doute que dans votre expérience, il y a comme une autre étude de cas de ce que Gérard Bouchard appellerait l'interculturalisme. Vous avez avec les Chinois à l'époque, avec les Américains ensuite et aujourd'hui avec la globalisation, toujours conserver un pas de deux et un équilibre. Et en même temps, on regarde votre industrie culturelle, il y a le voyage à travers le monde. Les mangas ou Miyazaki ont voyagé à travers le monde. Pour la jeunesse, sont très bien connus. Donc nous avons une quarantaine d'entrevues avec des collègues japonais et québécois. Et nous invitons nos auditeurs à écouter ces différents témoignages sur votre expérience et la nôtre en termes d'interculturalisme. Je vous remercie.